Les ministres de la Défense des États membres de la Conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs ont mis en place une équipe militaire d'évaluation pour préparer le déploiement de la force internationale neutre le long de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'équipe militaire, dont la mise en place est fixée au 22 septembre, devra évaluer les forces et groupes armés opérant au Nord Kivu, dont le M23 et les rebelles rwandais des FDLR. Les ministres ont pris cette résolution à l'issue de leur réunion qui s'est achevée dimanche à Goma dans le Nord Kivu. Cette équipe bénéficiera de la protection des forces armées de la RDC dans les zones protégées par l'armée et de celle des forces de la mission des Nations Unies pour la stabilisation RDC. Dans les autres zones, l'Union africaine s'est engagée à prendre en charge les membres de l'équipe militaire d'évaluation qui auront 1 mois pour préparer le déploiement de la force internationale neutre. Toutefois, les modalités de financement de la force n'ont toujours pas été précisées. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigwa. Cette équipe d'évaluation sera constituée d'au moins 22 militaires en provenance de 11 États membres de la CIRGL. Selon Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, cette équipe a pour mission de préparer la venue de la force internationale neutre. Ce mécanisme-là est différent de l'équipe militaire parce que ce mécanisme-là, lui, va devoir vérifier au niveau de la frontière s'il n'y a pas de passage de l'une ou l'autre force, mais également aussi, en même temps, voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Mais cette équipe est essentiellement militaire, composée d'experts. Le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kionga, a confirmé que tous les pays de la CIRGL attaqueraient militairement le M23 si ce mouvement rebelle s'oppose au processus diplomatique en cours. Nous avons demandé au M23 d'arrêter la guerre pour que nous puissions d'abord comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'ils tenaient absolument à continuer la guerre. S'ils ne veulent pas comprendre, tous les pays membres de la CIRGL vont se liguer contre eux. Cependant, la société civile du Nord Kivu n'est plus d'avis avec toutes ces nouvelles structures mises sur pied par la CIRGL. Flavien Chiza, activiste de la société civile du Nord Kivu. Chaque jour, comme Nairobi, Addis Abeba, Koso, ce sont des structures qui ne cessent d'être mises sur pied. Mais pour quel résultat, pour quel impact? Ils disent qu'ils vont aller partout, chez les FARDC, chez les groupes armés, même chez les M23 pour voir les genres de munitions, les genres d'armement, les militaires, tout ça. Est-ce que vous pensez que le M23 va accepter qu'ils aillent là-bas? Pendant ces temps, des tractations secrètes seraient en cours à Kampala entre certains officiels congolais et la délégation du M23. Quel serait le comportement du M23 si Kinshasa acceptait de lui tendre la main? C'est la question que j'ai posée il y a quelques jours au porte-parole politique du M23, professeur Stanislas Baleke. Notre comportement serait de lui demander une chose, qu'on remette à la surface la vie et la survie des militaires. Et qu'on remette à la surface la question du jeune Congolais et leur avenir, la création des emplois, qu'on mette à la surface la vérité sur les élections du 28 novembre 2011. Toutes ces questions-là, nous allons les débattre. Ils viennent pour que nous discutions sur ce qui s'est passé, ce que nous allons faire de notre pays. Cette histoire consiste à gérer notre pays dans l'arrogance et dans l'insouciance et dans la corruption la plus absolue. Nous ne l'acceptons plus. La société civile du Nord Kivu s'insurge contre toute initiative à l'envers des négociations directes avec le M23. Flavien Chiza. On n'est pas d'accord avec la force neutre internationale, on n'est pas d'accord avec les négociations. Nous avons demandé au gouvernement congolais, s'il y a négocié, c'est négocier avec le Rwanda. Mais quand on nous dit que bon voilà, il y a Museveni, le président de l'Ouganda, qui est là-bas un facilitateur et autres des soi-disant négociations, nous disons non, ça c'est le pion de Kagame. De Goma, Primo Pascal Rudaigwa pour La Voix de l'Amérique. Citoyen journaliste, Bakongo Boma, RDC. Il y a eu un jeune homme de 16 ans qui a eu violé une petite fille de 9 ans. Et les militaires étaient descendus au lieu et ils ont arrêté la personne qui a commis le viol. Je ne sais pas le nom de la personne. On l'a pris tôt le matin dans le bureau de la police. Ce n'est pas fréquent. Depuis que je suis venu sur Bakongo, c'est le premier cas que je viens d'assister.
C'est Dieudonné Ndaye, journaliste citoyen de la Voix de l'Amérique à partir du Kasaï occidental. Ce qui a fait l'actualité chez nous ici au Kasaï occidental, la première chose, c'est les conflits. La population des territoires de Dimbélengé qui sont allés dans les champs des gens des territoires de Kabé-Kamouanga, village Mpatu, qui ont fait une agression dans les champs avec des machettes et des armes blanches. Le deuxième cas, c'est la situation à Chikapa où Madame le maire a posé la première pierre à la construction de l'ISP Chikapa, des coûts total de $100,000 américains. La troisième situation, c'est le lancement des campagnes d'inscription des enfants à l'école. On a constaté que plus de 40 000 enfants ne fréquentaient pas les cours, mais UNICEF, ils ont lancé la campagne de la gratuité de l'enseignement et que tout le monde, tous les enfants à l'école, la fille et les garçons, c'est pour le bien-être social. En plus de ça, quelques matériaux classiques, les journaux de classe, les cahiers, les sacs et les uniformes ont été donnés. C'est une autre situation, c'est l'inquiétude des parents, des élèves qui étudient au réseau catholique par rapport à l'hausse des prix ou des minérales. Les parents demandent aux autorités ecclésiastiques de revoir les frais scolaires parce que le montant est tellement exorbitant. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'opposant congolais Roger Lumbala est à Paris. Il est arrivé hier matin dans la capitale française. Cela faisait plus de 10 jours qu'il s'était réfugié à l'ambassade sud-africaine de Bujumbura. Roger Lumbala craignait d'être extradé par les autorités burundaises vers Kinshasa. Les autorités congolaises l'accusent d'avoir des liens avec les rebelles du M23, ce que dément depuis le début Roger Lumbala. La République démocratique du Congo annonce qu'elle va demander à la France son extradition. À Bujumbura, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour la France, puis relâché, il s'était réfugié il y a 2 semaines à l'ambassade d'Afrique du Sud à Bujumbura par crainte d'être livré aux autorités congolaises. L'affaire s'est donc conclue par son départ vers Paris et il le raconte à Sarah Tisser. Je ne pouvais pas passer toute ma vie à l'ambassade d'Afrique du Sud. J'ai demandé à ce que je puisse être évacué. L'ambassade a eu une réunion avec le gouvernement burundais qui a vu que je n'avais pas de problème au niveau du Burundi, que je n'étais pas en contact ni avec le Rwanda, ni avec le M23. Ils ont décidé de me faire partir de là. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. J'ai eu une résidence en France, ce qui a fait que je suis venu en France en tant que résident. La République démocratique du Congo annonce qu'elle va demander à la France votre extradition. La République démocratique du Congo a le droit de faire ce que lui semble. Si le gouvernement burundais me donne l'autorisation de partir, je crois que la France, qui est un pays de démocratie, ne va pas se laisser influencer par la République démocratique du Congo. Mais vous allez demander l'asile en France ? Je suis dans la logique de rentrer dans mon pays parce que le peuple qui m'a élu attend de moi qu'il y ait un changement dans notre pays. C'était le député congolais d'opposition. 6 Congolais demandent l'asile en Grande-Bretagne. Il faisait partie de la délégation olympique envoyée par Kinshasa aux Jeux de Londres. 2 athlètes en situation de handicap, un entraîneur et 3 membres de l'équipe technique sont concernés. Ils ne veulent pas rentrer en RDC. Ils se disent menacés s'ils retournent dans leur pays. Zéphirin Quadio. Peu avant le début des Jeux paralympiques, 3 des 6 personnes aujourd'hui en rupture de banc avaient dénoncé les mauvaises conditions d'entraînement et la faiblesse de leurs primes. Aujourd'hui, les 6 demandeurs d'asile évoquent aussi des raisons politiques et des violations des droits de l'homme en RDC. Parmi eux, Guy Nkita, le directeur technique national de la Fédération d'athlétisme. Les interviews faites par nos amis des Paralympiques réclamant de mauvaises conditions là où ils devaient passer leur temps d'entraînement. Toutes ces interviews ont fait que les dirigeants ils étaient fâchés contre nous et ils nous ont menacés connaissant les réalités de chez nous. Parce que chez nous, il n'y a pas la liberté d'expression. On était vraiment souciés, inquiets et frustrés par ces menaces. Les autorités congolaises rejettent ces explications. Pour elles, aucune des raisons mises en avant par ces athlètes ne peuvent justifier leur refus de rentrer au pays. Alain Badiachile Kayachi, secrétaire général du comité olympique congolais. Je pense que cette attitude relève tout simplement de l'imaginaire de tous les athlètes africains, enfin une bonne partie qui pense que l'Eldorado c'est l'Europe, c'est là où la manne tombe du ciel. Il n'y a aucune raison politique. Depuis la fin des JO et des Jeux paralympiques, les athlètes africains sont nombreux à s'être évaporés dans la nature. Des Congolais, mais également des Camerounais, des Ivoiriens, des Guinéens ont choisi de ne pas rentrer au pays. Des fugues courantes lors des rencontres internationales, mais c'est la première fois que certains demandent l'asile politique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Le président en exercice du sommet de Kampala a été désigné par ses pairs de la conférence internationale des pays des Grands Lacs pour des bons offices entre le gouvernement RD congolais et les rebelles du M23 en attendant la mise en œuvre de la force neutre. Yoweri Kaguta Museveni a reçu mandat la semaine dernière. Cependant, la société civile du Congo, cette médiation est vue des mauvais œils. Ce que nous craignons est en train d'arriver, c'est-à-dire de manière substantielle, il n'y a pas quelque chose qui met fin à cette occupation. Et aujourd'hui, on désigne M. Kaguta Museveni comme médiateur. On connaît très bien M. Museveni, il est le président de l'Ouganda. L'Ouganda a eu à s'affronter avec le Rwanda sur le terrain congolais. On connaît qu'ils ont chacun des intérêts qu'ils visent sur le sol congolais. Les poursuites judiciaires ou non des personnes sous mandat d'arrêt ne peuvent faire l'objet des négociations, avance le coordonnateur général de la SOSICO. S'il faut négocier, c'est négocier la liberté de tous ces gens-là. La relaxation de tous ces gens qui ont commis beaucoup de crimes sur le sol congolais. Et là, nous disons tout de suite que le peuple congolais ne va pas accepter. Le mini-sommet de l'ONU sur la RDC reste très attendu, notamment pour le rétablissement de la paix. Les Nations Unies savent que M. Kagame a entrepris des actions militaires ici sous couvert des forces négatives et sous couvert aujourd'hui du M23. Aujourd'hui, les Nations Unies les appellent. C'est pour leur dire que, messieurs, écoutez, la blague a trop duré. Il faudrait qu'on passe aux choses sérieuses. Le peuple ne peut pas rester suspendu. Toute la communauté internationale qui a déjà engagé beaucoup d'argent ici à travers la MONUSCO aujourd'hui. Dans l'entretemps, les députés et sénateurs reprennent le chemin du Palais du Peuple pour se pencher sur toutes ces questions, notamment dans une session essentiellement budgétaire. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. D'abord, la République démocratique du Congo. La RDC ou l'ONU se dit profondément préoccupée par des tueries dans le nord-est, le nord de Kivu, précisément dans l'est du pays. De nombreux groupes armés s'organisent et étendent leur influence suite à des attaques brutales qui touchent principalement les civils. Le représentant du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, Scott Campbell. Nous avons demandé à la FARDC, donc l'armée nationale, de se redéployer dans cette zone qui nous préoccupe énormément aujourd'hui, donc Oufamandou 1 et Oufamandou 2. Et nous étions encouragés par leur engagement de le faire dans un futur immédiat. L'autre chose que nous exigeons, c'est qu'il y ait des enquêtes judiciaires contre les auteurs de ces massacres, des violations de droits de l'homme qui ont été commises dans cette zone et que les responsables soient traduits en justice. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Cap d'abord sur la République démocratique du Congo, les forces armées du pays, les FARDC, annoncent avoir arrêté Eric Dedonga, le président du mouvement de résistance populaire du Congo. C'est une milice qui sévit dans l'Ituri en province orientale. Elle a été créée en août dernier par des officiers déserteurs de l'armée congolaise et d'anciens miliciens. 3 présumés collaborateurs d'Eric Dedonga ont également été arrêtés. Ils seront poursuivis pour haute trahison d'après l'armée. Pour Clovis Kada, membre du bureau de coordination du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, la RRSSJ, ces arrestations ne revêtent pas une grande importance. Je pense que cela est sans importance du point de vue de la population, parce que je crois que c'est pas de ça que la population s'attend. La population s'attend plutôt à de gros poissons, comme Bosco Tangana, comme Kounda Batware. Ces gens-là, il y a un mandat qui a été lancé contre eux. Et si les FARDC sont capables de faire quelque chose pour satisfaire la population, je crois que c'est plus par rapport à ces gens-là. Les gens qu'on arrête en Ituri, c'est une bonne chose, mais ce sont, comme on dit, des frétins par rapport aux gros poissons. Un article paru dans le Courrier international parle de foyers d'instabilité qui se multiplient au Katanga, au sud Kivu, en Ituri, au Kasaï, en Équateur ou au Bas-Congo. Les rébellions et les nombreuses défections de soldats font craindre un embrasement régional des provinces. Selon l'article qui pose cette question, la RDC est-elle au bord de l'éclatement? Que répondez-vous à cela? Je crois que la question mérite d'être posée et il serait souhaitable que pour une fois que nos dirigeants prennent les choses au sérieux. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. C'est dans presque toutes les provinces qu'il y a des foyers de tension.
Et si on ne fait pas très attention, nous risquons de connaître un embrasement qui sera vraiment regrettable, surtout pour la population civile. Donc, il y a nécessité de prendre les choses au sérieux et s'il faut trouver des solutions dans l'immédiat, on le fait pour épargner les pays d'un embrasement. Mais il y a des efforts qui sont faits en ce moment. On parle de cette force neutre, par exemple. Qu'en pensez-vous ? Bon, la force neutre, c'est une bonne chose, mais au niveau de notre réseau, nous pensons qu'il y a la MONUSCO qui est là. Il y a le nouveau mandat que le Conseil de sécurité a confié à la MONUSCO. Et on n'a pas encore décortiqué, parce que par rapport au nouveau mandat de la MONUSCO, il y a 2 points importants. Il y a la réforme du secteur de sécurité et la protection des personnes civiles. Je pense que si on renforce la MONUSCO et on travaille sur le mandat, et c'est ce que notre réseau va faire à la fin du mois, un atelier de 3 jours avec les délégués de toutes les provinces, pour essayer de réfléchir et de faire des recommandations au gouvernement et aux partenaires pour qu'on voit comment utiliser ces nouveaux mandats de la MONUSCO pour stabiliser réellement la République démocratique du Congo. Donc, en d'autres mots, cette insécurité a trop duré. Ça dure trop longtemps et plus les jours passent, plus les gens continuent de fuir leur lieu d'habitation, les gens continuent d'être massacrés et ce n'est pas en faveur de la République. Clovis Kada de l'ONG RRSSJ, jointe à Kinshasa. Pour la Voix de l'Amérique, c'est Rose Mbouyi, je suis citoyen journaliste de la RDC en Bushimai. Il y a augmentation des prix sur le marché. Le maïs qui coûtait la semaine dernière 2700, aujourd'hui il coûte 3000 francs congolais le kilo. Et donc cette situation a fragilisé le panier de la ménagère à telle enseigne que la population de Mbujima qui vit avec un seuil de moins $1 ne sait pas comment se procurer les denrées alimentaires de première nécessité. Et donc cette situation est liée à l'agriculture, c'est-à-dire les semences sont devenues rares sur les marchés et aussi le transport à cause du mauvais état de route. Edoné Ndaye, journaliste citoyen de la Voix de l'Amérique à Canada. La situation dans la province du Kasai occidental en général est marquée par l'information suite aux barrières qui sont érigées sur toute l'étendue de la province du Kasai occidental. Le gouverneur à l'intérim, M. Mwamba Kangila, qui a démontré son incapacité politique et de gouverner la population, il a monté au créneau pour décrire que les barrières sont au nombre de 120 sur toute la province du Kasai occidental. La population a du mal à transporter ou acheminer leurs produits au niveau des centres-villes. À chaque barrière, ils sont contraints de payer 2 000, 3 000 et 5 000 francs. Alors, ils demandent au service de sécurité, et pourtant, c'est lui-même le numéro 1 de la service de sécurité, qui devrait convoquer une réunion sécuritaire pour étudier la situation des barrières dans la province du Kasai occidental. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, sur les écrans de télévision, toujours pas de RLTV. Cela fait plus de 10 jours que la chaîne n'émet plus. Elle appartient à l'opposant Roger Lumbala, arrivé en France ce week-end après avoir passé 2 semaines réfugié à l'ambassade sud-africaine de Bujumbura. Les autorités congolaises accusent Roger Lumbala de lien avec la rébellion du M23 et c'est à peu près ce qu'elles reprochent également à la RLTV. Bruno Minas. La coupure du signal de RLTV est intervenue au moment où les partis d'opposition ont réclamé la mise en accusation du président de la République pour haute trahison à propos de ses relations avec le Rwanda. Les services de sécurité ont coupé les émissions et hier, presque 2 semaines après, le ministère de l'Information a annoncé avoir porté plainte contre la chaîne pour apologie du terrorisme du M23, ce qui laisse le directeur de RLTV sans voix, Elisère Tamboué. Quand on parle d'apologie de M23, on ne comprend rien du tout. Cette coupure de RLTV intervient alors que son propriétaire, le député Roger Lumbala, a pris la fuite vers la France. Lui aussi est poursuivi pour des liens supposés avec le M23, mais le directeur de la chaîne veut que l'on ne confonde pas RLTV et son propriétaire. Il faut savoir différencier Roger Lumbala en tant qu'opérateur politique opposant et la RLTV qui est une chaîne commerciale privée. RLTV a fait campagne pour Tshisekedi l'année dernière, mais depuis elle s'est rattrapée. C'est l'unique chaîne qui reçoit tout le monde sans tenir compte des tendances. Parfois, on est traité par quelques membres de l'opposition comme des traîtres parce que nous recevons les gens du pouvoir. La télé de Roger Lumbala connaît bien des déboires. Il y a 1 an, elle a été incendiée et depuis le jour des élections, elle a subi 3 mois de coupure. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
La République démocratique du Congo, justement, pour laquelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a lancé ce matin à Genève un appel de fonds additionnel de 40 millions de dollars visant à aider environ 1 demi-million de civils congolais déracinés dans l'est du pays, mais aussi en Ouganda et au Rwanda. Des déplacés et réfugiés qui vivent dans des camps. On écoute Simplice Kpanji, porte-parole du HCR, sur le rôle du Haut Commissariat dans ces camps. Notre rôle consiste à administrer les différents camps, donc à nous assurer qu'effectivement des structures minimales y existent pour pouvoir accueillir les réfugiés. Donc on s'occupe des questions de santé, nous nous occupons aussi des questions d'assistance alimentaire, également aussi des questions d'éducation des enfants. Nous nous occupons aussi des questions de violences sexuelles parce que, comme vous le savez, dans ce genre de situation, il y a beaucoup de cas de violences sexuelles qui sont signalés et le HCR apporte, n'est-ce pas, avec l'ensemble des acteurs humanitaires, une assistance à ces personnes-là pour qu'elles puissent véritablement surmonter. Donc, le HCR et les partenaires humanitaires qui interviennent dans les différents camps, nous apportons la même assistance et la même protection à ces individus-là. La RDC, toujours et encore, où des femmes regroupées au sein d'une vingtaine d'organisations féminines s'opposent aux négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Dans une lettre ouverte adressée au président en exercice de la CIRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, elles dénoncent ce qu'elles appellent la banalisation de l'agression de la RDC par le Rwanda. Les explications de Gogo Kavira, présidente du collectif des associations féminines pour le développement, au micro de nos confrères de Radio Okapi. Dans cette lettre, les femmes dénoncent la voie que poursuit la CIRGL, celle d'amener le gouvernement congolais à négocier avec les M23. Les femmes disent non à cette négociation-là parce que cette négociation ne va que continuer à contribuer à affaiblir les institutions démocratiquement mises en place en République démocratique du Congo. Nous en avons l'expérience. Il y a eu tant de négociations et ces négociations-là n'ont fait que promouvoir les criminels, les violeurs et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous souhaiterions à ce que la CIRGL puisse emboîter les pas de la SADC, qu'on comprenne que réellement la RDC est agressée par le Rwanda et que l'on puisse demander au Rwanda de suspendre son soutien au M23, mais surtout de demander au M23 de libérer les territoires congolais qu'il occupe jusqu'à maintenant. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le commissariat aux réfugiés de l'ONU a lancé un appel pour obtenir environ 30 800 000 $ en vue de venir en aide aux nombreuses personnes déplacées dans l'est de la RDC ainsi qu'aux familles qui se sont réfugiées en Ouganda et au Rwanda à cause de la violence armée dans les deux Kivu. Ces fonds additionnels sont nécessaires pour soutenir environ 475 000 personnes, dont quelques 60 000 dans les pays voisins précités, insiste le HCR, rappelant que les combats entre les mutins du mouvement du 23 mars et l'armée congolaise risquent d'augmenter le nombre de déplacés jusqu'à 760 000 en quelques mois. Depuis mai dernier, plus de 15 000 meurtres, viols et recrutements de force ont été enregistrés, mais les cas non répertoriés pourraient être encore plus nombreux, a rappelé à la presse Melissa Fleming, la porte-parole en chef de l'agence onusienne pour les réfugiés. Écoutez le chargé des relations extérieures pour le HCR en RDC, Simplice Kpanji. Il y a un certain nombre de femmes et des enfants qui ont subi des violences sexuelles. C'est pour cela que le HCR a décidé de porter ce problème-là devant la communauté internationale pour qu'une assistance puisse être donnée pour aider ces différentes populations. Aujourd'hui, qui est-ce qui les protège ? La protection des camps relève de l'État. Ce sont les forces en principe de police, effectivement, qui devaient pouvoir assurer la protection de ces différentes personnes-là. Le cas du Kivu, par exemple, où on a des difficultés au niveau des camps, nous avons fait plusieurs communiqués pour réclamer plus d'attention de la part de l'État et bien sûr aussi de la mission des Nations Unies pour qu'on puisse sécuriser les camps. Aucun groupe armé ne devait pouvoir rentrer dans les camps. En réalité, on assiste, n'est-ce pas, à ce que nous appelons des travaux forcés. Donc on vient les kidnapper. Donc certains savent faire des travaux forcés pour les hommes en armes. Il y a d'autres aussi qui sont recrutés par force, et notamment des enfants. Et tout ça devrait pour nous s'arrêter. Il y a aussi le problème des installations spontanées, notamment autour de Goma. Le HCR précise qu'il y a énormément de camps qui se forment naturellement, les gens ne sachant pas où aller. Pour sécuriser ces camps, qu'est-ce qui est envisagé ? Si on prend à côté de Goma, le Kibati, qui est à côté de 10 km de Goma, abrite aujourd'hui, c'est un village qui abrite environ 60 000 personnes déplacées internes, donc des populations qui sont venues de Rutshuru et qui sont venues s'abriter là pour fuir les différents combats. Le plaidoyer que nous avons, c'est effectivement de déplacer soit ces populations là dans des endroits où nous pourrions, avec naturellement
l'appui des autorités, apporter leur protection de sorte à éviter que des groupes armés intègrent. Il y a la construction d'hôpitaux qui sont nécessaires également. Sur le communiqué du HCR, on parle d'éducation, il ne faut pas oublier l'école non plus. Très souvent, les enfants, quand ils sont déplacés, ils manquent l'école pendant des mois, voire des années. Les kits sanitaires pour les femmes surtout, et les jeunes filles, ça aussi c'est important. Absolument. C'est très important, vous faites bien, n'est-ce pas, de le signaler. À Kibati, il y a quelques kilomètres de Goma, les déplacés internes occupent les classes, et les églises, tout ce qu'il y a autour. Et nous sommes en pleine rentrée scolaire et ça devient difficile, n'est-ce pas, même pour les populations sur place d'envoyer leurs enfants à l'école parce que le matin, les enfants vont à l'école et le soir, ces écoles se transforment en dortoirs. C'est d'ailleurs pourquoi nous demandons ces fonds pour créer, n'est-ce pas, les conditions d'une éducation de base pour des services, n'est-ce pas, basiques pour ce qui concerne l'éducation. Le chargé des relations extérieures pour le HCR en RDC, Simplice Kpandji, était joint à Kinshasa. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC Internet. Pierre Ngoyi, citoyen journaliste dans la province du Bas-Congo, ville de Goma, pour la Voix de l'Amérique. Un jeune homme de 26 ans vient de mettre feu à la maison de l'habitation de ses parents et a menacé ses parents pour les tuer parce que le jeune homme avait une somme d'argent qu'il avait perdue chez eux à la maison dans sa chambre et il était furieux. Jusque-là, il a mis feu dans leur maison. Toute la maison est brûlée. Le maire de la ville a lancé un message auprès de toutes personnes qui est bête de bien vouloir se présenter à l'inspection de l'élevage, pêche et agriculture pour faire vacciner leurs bêtes afin d'éviter des pertes et d'éviter des maladies. La SNEL vient de lancer un message à la population parce qu'ils sont incapables de supporter la charge de tout Goma pendant la journée et pendant la nuit. Donc ils demandent à ce que la population puisse éteindre l'électricité pendant la journée. Jusque-là, il n'y a pas de réaction de la population. Jadis Léandre Katoluba, citoyen journaliste pour le compte de la Voix de l'Amérique, à Bunia, au nord-est de la République démocratique du Congo. Depuis ce dimanche 16 septembre, la zone opérationnelle de l'Ituri a pu procéder à l'arrestation du président Eric Tedonga du mouvement de résistance populaire du Congo, un mouvement de milices qui œuvre actuellement en Ituri dans le nord. Il a été arrêté avec ses deux complices, dont Jules Moussafiri, chef d'état-major, et un autre membre. Et ce mardi, dans l'avant-midi, ils ont été transférés à Kinshasa. Il faut souligner aussi que ce mouvement de résistance populaire du Congo, MRCC, a été créé dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Depuis un mois, ils sont très actifs vers le nord de Bunia précisément. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À Kinshasa, le gouvernement congolais ne veut montrer aucune division lors du sommet de la francophonie. La rencontre approche, c'est dans moins d'un mois, le 12 octobre. Et hier, le ministre de l'Intérieur a tenté de rassembler tous les leaders des partis congolais. Une invitation boudée par les principaux groupes de l'opposition. Reportage Bruno Minas. MVD, NBP, NDR, NPPPC. Faire l'appel des partis politiques est un exercice fastidieux ici. Il y en a plus de 400. De nombreux présidents de partis sont venus dans un hôtel de la capitale à l'appel du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège. Le pouvoir a déjà appelé à l'unité face à l'agression à l'Est. Là, le ministre appelle à la cohésion pour présenter un visage uni pendant le sommet de la francophonie dans moins d'un mois. Le 14e sommet de la francophonie est une occasion pour la République démocratique du Congo de s'ouvrir au monde et d'affirmer son identité comme une grande nation africaine. Nous n'avons pas d'autre choix que de consolider la cohésion de notre peuple. Mais les principaux partis d'opposition, notamment les 4 groupes du Parlement, ont boudé la rencontre. Martin Fayoulou, coordonnateur des forces acquises au changement. Ce sont les signaux que nous envoyons aux présidents français, aux Canadiens, aux Belges, aux Suisses et à tous les présidents francophones africains que le pays va très mal. Le pays fait l'objet d'un complot et certains membres de ces complots sont dans les institutions actuelles de la République. Au Parlement, l'opposition a toujours l'intention de lancer une procédure pour mettre le président de la République en accusation pour haute trahison. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Précision au sujet de ces accusations. L'opposition congolaise reproche au président Joseph Kabila d'avoir fait preuve de complaisance à l'égard du voisin rwandais en acceptant la présence de troupes à Rutshuru, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des troupes que Kigali a retirées du Nord Kivu début septembre. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Les rebelles ont installé une administration parallèle dans l'est de la République démocratique du Congo. Une administration qui contrôle la population et qui lève des taxes sur les personnes qui traversent la zone. C'est ce qu'affirme le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Hervé Latsou. Comment expliquer alors une telle situation dans un pays qui possède un gouvernement et quelle est la réaction des populations, Écoutez la réponse d'Edmond Mouiba, directeur général de l'ONG ACPD, Action des chrétiens pour la promotion de la paix et du développement. La population, vraiment, elle est sous les choux de la colonisation, si nous pouvons dire donc de la servitude. La semaine passée, oui, le lundi ou mardi, si j'ai bonne mémoire. D'ailleurs, un des officiers militaires avait séquestré au moins toute la population de la localité de Roubarik. Chaque personne doit quitter sa maison moyennant 1000 francs. La population est le meurtri, si je peux le dire. Alors, s'agissant du gouvernement, on ne se limite qu'à des déclarations, qu'à des condamnations. Comment expliquer cela dans un pays qui possède un gouvernement? Il y a d'aucuns d'ailleurs qui commencent à croire qu'il y a la complicité même au niveau du gouvernement parce qu'on ne sait pas comprendre. Le M23 qui a une poignée d'hommes parvient à résister plus de 3-4 mois à un gouvernement qui a tout l'arsenal militaire que l'on connaît bien. Doit-on craindre une tentative de scission? Oui, et c'est ça même le soubassement du mouvement M23 parce que si on attend les déclarations, ils veulent récupérer une portion par là où ils peuvent installer leurs administrations et faire leurs affaires. Donc un État dans un autre État. Mais la population ou le peuple congolais n'est pas pour cette tentative. C'était Edmond Mouiba, le directeur général de l'ONG ACPD, qui répondait aux questions de Soline Gumeau. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, la délégation des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO, qui séjourne au Nord Kivu, s'est rendue aujourd'hui dans la région de Rutshuru, sous contrôle des rebelles du M23. Les évêques ont pour mission de convaincre les groupes en conflit de cesser la violence armée en passant par la voie de la réconciliation. Ils ont promis aussi de se rendre compte, bien sûr, de la situation humanitaire au Nord Kivu. Cette délégation de la SENCO arrive dans la province au moment où les rebelles du M23 ont dépassé la zone neutre qui les séparait de l'armée régulière au niveau de Kibumba, à environ 20 km au nord de Goma, nous dit le correspondant de la Voix de l'Amérique, Primo Pascal Roudaïgua. Voici son reportage depuis Goma. Ces évêques s'engagent à mettre fin aux hostilités dans l'est du pays par la voie de réconciliation. Monseigneur Valentin Masengo, évêque de Kabinda, est le chef de cette délégation. Nous avons besoin dans cette Afrique de la réconciliation. Nous avons besoin dans cette Afrique de la justice. Nous avons besoin dans cette Afrique de la paix. Et c'est là la lettre du pape Benoît XVI qu'il a envoyée en disant que c'est la mission que je donne au peuple africain de cesser les guerres et de se réconcilier. La délégation de la SENCO s'est rendue à Rutshuru dans le fief du M23 où 4 paroisses catholiques sont sous contrôle de cette rébellion. L'évêque Valentin Masengo s'est réservé sur l'option de rencontrer à Rutshuru les responsables du M23. Notre objectif, ce n'était pas de rencontrer les mutins ou ne pas les rencontrer. Si les mutins se croient être aussi peuple de Dieu, eh bien, le pasteur comme prophète, il parle. Et il parle à tous. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Feller Lutaichirwa, se réjouit de cette initiative de la SENCO. Pour nous, c'est une grande opportunité qui prédit aussi la fin de la guerre et le renforcement de la solidarité nationale, l'intégrité territoriale. Le gouvernement congolais s'oppose toujours à tout dialogue avec les rebelles du M23, malgré le début des tractations officieuses qui se sont déroulées cette semaine à Kampala. Pour Maître Jean-Paul Lumbulumbu, acteur politique de l'opposition, le dialogue est le seul moyen de mettre fin à la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Pour mettre fin à la crise de manière globale et assurer au peuple congolais une paix durable, la solution magique ne peut se trouver qu'au sein du dialogue
inclusif et qui puisse permettre aux filles et aux fils de se regarder en face, de se dire la vérité. Il aurait été même souhaitable que ces dialogues qu'il puisse avoir lieu avant le sommet de la francophonie, de telle sorte que le président français François Hollande arrive tout en sachant que les filles et les fils du Congo ont eu quand même le temps de parler, de discuter des problèmes qui sont les leurs et proposer des pistes et des solutions pour une paix durable en République démocratique du Congo. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Actuellement se déroule justement ici au Congrès à Washington une audience sur le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC. Écoutons l'évêque Tambo Kulu Nitanda de l'église méthodiste unie du Nord Katanga. Nous sommes venus pour être clairs. Rwanda est en train d'attaquer, est en train de tuer notre population. Et nous sommes venus demander l'assistance de la part des États-Unis, de la part des United Nations, de la part de tous les gouvernements, qu'ils fassent leur nécessaire pour demander à Rwanda de stopper la guerre, de stopper de tuer les femmes, les enfants et les hommes dans notre pays. Nous sommes venus leur dire que nous n'allons plus accepter la balkanisation de notre pays. Nous n'allons pas perdre même quoi. Nous sommes venus leur dire que les membres des United Nations, qu'on leur donne autant de pouvoir pour maintenir la paix dans ce côté-là, au lieu d'être tout simplement les agents de quoi d'observation. C'était l'évêque congolais Tambo Kulu Nitanda. Et comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Kenneth Vanza, citoyen journaliste de la Voix de l'Amérique à Lubumbashi. Présentement, j'ai parcouru 145 km vers le territoire de Kambove. Un accident s'est produit sur la route du Kassi-Kambove suite à un excès de vitesse. Voilà, le bus a percuté. Il y a eu beaucoup de blessés. Certains sont entamés jusqu'à maintenant à l'hôpital. Et quelques morts dans les mines où un enfant là qui est allé voir donc le circuit électrique 600 volts. Je ne sais pas quoi, il a ouvert, il montre à ses amis quelque chose. Là, après, il a été attiré par le courant et voilà, il a perdu la vie. Oui, moi c'est Félicien, je suis en Mbujimayi, au Kassa oriental. Ça fait un temps que dans la province, on parle d'un colonel dissident, Dom Chibangu, et beaucoup de militaires ont été déployés à sa recherche du côté de Kabaye-Kamwanga, d'autres du côté de Mweneditu vers Wikong. Ce qui est un peu déplorable, c'est que du côté de Kabaye-Kamwanga vers Mupompa, la population est en fuite en forêt. Parce que, selon ces dires, il y a beaucoup de tracasseries de militaires qui sont déployés de ce côté-là. Il y a le président de la société civile de Kabaye-Kamwanga qui a également parlé des mêmes faits. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À Bukavu, dans la province du Sud Kivu, en RDC, s'est tenue une réunion entre les chefs coutumiers, le gouverneur Marcelin Tshisambo et les autorités religieuses de la province, dont l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Maroy. Un seul point à l'ordre du jour, la sécurité. Les participants ont exigé le respect des frontières héritées de la colonisation et rejeté toute idée de balkanisation du Congo, y compris la création d'une soi-disant République unie du Kivu. Pour sa part, le gouverneur Tshisambo a demandé aux chefs coutumiers de sensibiliser la jeunesse et de l'encourager à se faire enrôler dans l'armée et abandonner les groupes armés. Les habitants de la province et les membres des groupes armés ne doivent pas servir de pépinière au M23 à la recherche de nouvelles recrues, a ajouté le gouverneur du Sud Kivu. De plus en plus, on a recours aux chefs coutumiers et religieux pour toucher les populations, celles-ci étant plus sensibles aux instructions de ces leaders traditionnels qu'à celles des gouvernants, comme j'ai eu à le constater lors de conférences internationales de l'OMS et de l'UNICEF, face alors à une certaine opposition au vaccin contre la polio dans certaines communautés. J'ai demandé au Mwami Pierre Ndatabaye, président de l'Alliance nationale des chefs traditionnels du Congo Sud Kivu, si tel n'était pas le cas ici. Absolument, absolument, parce que nous sommes, nous autres, encore une société traditionnelle. Notre vie est encore basée principalement sur nos croyances coutumières et nos coutumes sont souvent semblables à la morale chrétienne. C'est pour ça que nous avons fait appel aussi
donc à l'archevêque catholique de Bukavu ici. Alors, Mwami, le gouverneur de province vous a demandé d'intéresser les jeunes à l'armée nationale congolaise, au FARDC. Alors, vous allez suivre ce conseil? Ah, mais absolument, parce que si nous sommes si souvent victimes des attaques, des invasions depuis l'indépendance, c'est précisément parce que nous reconnaissons une certaine faiblesse de notre système de défense et donc de l'armée nationale. En fait, le mouvement qui a été lancé maintenant pour faire des recrutements des jeunes, ce n'est pas pour combattre la guerre actuelle, c'est parce que nous voulons maintenant commencer à former une armée professionnelle. Maintenant, les jeunes qui vont être recrutés, ils seront d'abord mis dans les instructions militaires comme il existe partout dans les pays civilisés comme les vôtres, où l'armée est un métier de gens qui ont été formés aux arts de l'armée, aux arts de la guerre et à autres manifestations patriotiques. Mwami, ce n'est pas aussi peut-être une tentative d'utiliser votre influence pour empêcher ces jeunes de se joindre au M23? Le M23 est un mouvement insurrectionnel. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas accepter, nous qui avons toujours combattu depuis l'indépendance de notre pays pour l'unité, nous ne pouvons pas accepter tous ces mouvements insurrectionnels qui tentent de s'infiltrer ici chez nous et par des groupes armés de venir troubler la quiétude de notre pays maintenant. Ce n'est pas la première fois que nous avons été bousculés pour que nous devenions rebelles et que nous déstabilisions l'unité de notre pays. La balkanisation du pays, pour nous, constitue une très haute trahison dans laquelle nous ne pouvons pas, en tout cas, nous inscrire. Le Mwami Pierre Ndatabaye, président de l'Alliance nationale des chefs traditionnels du Congo, Sud Kivu. Bonjour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Kenneth Banza, citoyen journaliste de la Voix de l'Amérique à Lubumbashi. Présentement, j'ai parcouru 145 km vers le territoire de Kambove. Un accident s'est produit sur la route du Kassi-Kambove suite à un excès de vitesse. Voilà, le bus a percuté. Il y a eu beaucoup de blessés. Certains sont entamés jusqu'à maintenant à l'hôpital. Et quelques morts dans les mines où un enfant là qui est allé voir donc le circuit électrique 600 volts, je ne sais pas quoi, il a ouvert, il montre à ses amis quelque chose, là, après, il a été attiré par le courant et voilà, il a perdu la vie. Oui, moi c'est Félicien, je suis en Mbuji-Mayi, au Kassa oriental. Ça fait un temps que dans la province, on parle d'un colonel dissident, Dom Chibangu, et beaucoup de militaires ont été déployés à sa recherche du côté de Kabaye-Kamwanga, d'autres du côté de Mweneditu vers Wikong. Ce qui est un peu déplorable, c'est que du côté de Kabaye-Kamwanga vers Mupompa, la population est en fuite en forêt. Parce que, selon ces dires, il y a beaucoup de tracasseries de militaires qui sont déployés de ce côté-là. Il y a le président de la société civile du Kabaye-Kamwanga qui a également parlé de... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le sommet de la francophonie approche en RDC et les autorités veulent que la capitale soit une vitrine du pays. Pas de mendicité, pas d'enfants dans les rues. Alors pour éviter que les Chégués, comme on les appelle, soient victimes de rafles, une ONG aidée par l'UNICEF lance une opération de sensibilisation auprès de la police congolaise. Et cette ONG essaie de mettre à l'abri le maximum d'enfants. Reportage Bruno Minas. Elle s'appelle Souza, une jeune fille de 19 ans, un peu débraillée. Elle vient d'arriver aujourd'hui dans ce centre d'accueil pour enfants de la rue. Elle raconte que les policiers ont commencé à la tracasser, comme elle dit, et qu'avec la police c'est toujours pareil.
On nous maltraite, on nous bat, on nous amène au cachot. À l'approche du sommet de la francophonie, la tentation est grande de présenter une capitale tranquille, sans mendiants, sans enfants des rues. Le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue mène 2 actions en ce moment. Mettre à l'abri les enfants dans une 40aine de centres d'accueil et surtout, il assure une formation de policiers aux droits de l'enfant. Plus question de rafle, selon le coordinateur du réseau, Rémi Mafou. Ces enfants sont des Congolais, la francophonie est aussi pour ces enfants-là. On ne peut pas rafler un enfant. Ça, j'insiste, et nous serons derrière pour ça. Et le message a été entendu, si l'on en croit le commissaire supérieur Jean-Louis Moukembo. Je crois qu'avec ces ateliers, avec la sensibilisation, je crois que nous ferons un effort vraiment de suivre ce qui nous a été enseigné pour éviter ces dérapages. À Kinshasa, on les appelle les Chégués. Ils vivent de mendicité et de vol à la tire. On estime leur nombre à environ 20 000. En moyenne, 2 enfants naissent dans la rue chaque jour, plus de 700 par an. Un phénomène de génération, selon Guillaume Banga, responsable de l'ONG HOP. J'en ai même trouvé des grands-parents de la rue. Parce qu'il y a même des enfants qui ont fait des enfants dans la rue et dont leurs enfants ont fait des enfants. Il y a maintenant 3 générations. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Les proches du général Faustin Mounéné sont inquiets. Ils ont peur que Brazzaville décide d'extrader l'ancien chef d'état-major de l'armée congolaise vers Kinshasa, où il est condamné à la prison à vie pour complot contre la sécurité de l'État. Le général Mounéné vit depuis 2 ans à Brazzaville. Kinshasa a toujours demandé son extradition et jusque-là, les autorités de Brazzaville n'y avaient pas répondu. Mais il y a 2 mois, le général Mounéné a donné une interview à RFI dans laquelle il appelle à renverser Joseph Kabila. La provocation n'a pas plu à Kinshasa. Elle n'a pas non plus été appréciée à Brazzaville, où il a été placé sous haute surveillance. Fanfan Fwamba Longa, le secrétaire général de l'armée de résistance populaire, le mouvement du général Mounéné, se demande si les pressions de Kinshasa ne vont pas finir par aboutir. Nous sommes coupés de tout contact avec lui. Notre inquiétude se base plus sur le fait que si Kinshasa continue à faire pression et que le président Sassou Nguesso l'ait livré à Kabila, si aujourd'hui le président Sassou est convaincu ou veut faire plaisir à Kabila et qu'il extradait le général Mounéné, je ne crois pas une minute que Kabila va pardonner au général Mounéné. Ça sera pour qu'il le fasse fusiller ou qu'il le fasse empoisonner. C'est pourquoi il y a une forte inquiétude de la part de tous les collaborateurs du général Mounéné et même les membres de son mouvement, l'ARP. À Brazzaville, les autorités disent n'avoir encore rien décidé, mais le ministre congolais de l'Intérieur, Raymond Zéphir Mboulou, souligne qu'en appelant à renverser le président Kabila, le général Mounéné a mis Brazzaville dans une situation inconfortable. Mounéné n'a pas encore bénéficié du statut de réfugié, ni le HCR, ni le CICR ne l'a accepté. Donc, M. Mounéné est ici tout simplement parce que nous avons, sur le plan humanitaire, accepté de le garder. Donc, lui, il est assujetti à un droit de réserve. M. Mounéné a transgressé, il a exagéré en ce moment-là. Faut-il qu'on puisse l'extrader ou le renvoyer en RDC? La RDC en a fait la demande. Nous sommes en train d'étudier ce dossier. Le moment venu, nous répondrons à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. Des propos recueillis par Zéphirin Quadio. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nouveau groupe armé, la soi-disant Force populaire pour la démocratie, vient de voir le jour en territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu. Il est dirigé par un certain Shetani Muhima, alias Colonel Maïmaï, qui dit vouloir barrer la route au M23 et aussi au FDLR, la milice Hutu venue du Rwanda. La FPD se dit décidée, et je cite, à freiner le plan de balkanisation de la RDC. Le président de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin Mouiti, n'est pas impressionné outre mesure, bien au contraire. Je pense que ça ne signifie rien pour nous puisque la population à l'est de la République vient de vivre une situation de crise depuis 1996 jusqu'aujourd'hui. Ce sont les mêmes acteurs. C'est comme si on parlait de Saint-Pierre et Saint-Paul qu'on peut déshabiller. Nous pensons que c'est la même chose. Ce sont des mouvements qui sont créés par le Rwanda pour mettre mal à l'aise la population de l'Est et faire prouver à la face de l'opinion internationale que la situation à l'Est est invivable, le pays n'est pas administré. Il se trouve que ce mouvement FPD, Force populaire pour la démocratie, se dit sur place pour lutter contre les M23 et aussi les FDLR. Donc, on semble nous dire que ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Écoutez,
éviter tout mouvement qui peut naître en disant que c'est un mouvement qui vient combattre le FDLR. C'est un mouvement qui vient travailler pour le compte du Rwanda, puisque tous les mouvements que nous connaissons, il y a le Raïa Mutombo, il y a le groupe Sheka, il y a le je ne sais qui, le CNDP à l'époque, le RCD à l'époque, et tous ces mouvements qui viennent pour dire qu'ils viennent combattre le FDLR, et nous pensons que ce sont des alibis, ce sont des arguments qu'ils avancent, puisque ces groupes armés ne viennent pas aider la population qui a trop souffert, qui a maintenant besoin de vivre la paix et rien que la paix. Et tout cela qui viennent, ils trompent la vigilance puisqu'il y a l'armée nationale qui doit faire ce travail-là et non pas les groupes armés. Le soi-disant leader de ce groupe s'appelle Chetani Mubiha et apparemment son surnom c'est Colonel Maïmaï. Vous le connaissez? Pas du tout. Il dit que l'objectif est de lutter pour mettre fin au processus de balkanisation de la RDC et aussi il déplore le fait que les populations soient abandonnées entre les mains du M23 qu'il se dit prêt à affronter. Pour vous, tout cela c'est de la poudre aux yeux qu'on nous jette comme ça? En tout cas, sauf preuve contraire, s'ils vont nous prouver le contraire, c'est un groupe qui doit se rallier au FARDC et laisser le travail au gouvernement. Tous ces autres-là qui naissent à gauche et à droite, croyant que c'est eux qui vont faire ceci ou cela contre l'agression rwandaise. Nous pensons que c'est de la mascarade. Quiconque voudrait remplacer les FARDC, nous pensons que c'est un groupe armé de trop, puisque nous en avons déjà assez. Le président de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin Mouiti. Ici aux États-Unis, des organisations non gouvernementales et groupes de défense des droits de l'homme se disent préoccupés par le fait, selon eux, que l'administration Obama et les autres gouvernements n'en font pas assez pour amener le Rwanda à répondre de ses actes en RDC après un rapport des Nations Unies accusant Kigali de soutenir les rebelles du M23 dans l'est du Congo. Nous revenons ce matin sur les audiences publiques organisées à ce propos cette semaine à la Chambre des représentants à Washington. Notre collègue du service Afrique centrale, Robert Daguillard, y a assisté. Les experts présents à l'audience ont estimé que les États-Unis devraient accentuer la pression sur le Rwanda, histoire de l'amener à faire plus pour rétablir la stabilité dans la région des Grands Lacs et aider à ramener la paix en RDC. Parmi les intervenants devant la sous-commission africaine de la Chambre des représentants, Ntambo Nkulu Ntanda, évêque méthodiste katangais. Nous sommes venus pour être clairs. Rwanda est en train d'attaquer, est en train de tuer notre population. Et nous sommes venus demander l'assistance de la part des États-Unis, de la part des United Nations, de la part de tous les gouvernements. Qu'ils fassent leur nécessaire pour demander à Rwanda de stopper la guerre, de stopper de tuer les femmes, les enfants et les hommes dans notre pays. Nous sommes venus leur dire que nous n'allons plus accepter la balkanisation de notre pays. Nous n'allons pas perdre même quoi. Nous sommes venus leur dire que les membres des United Nations, soit à quoi qu'on leur donne autant de pouvoir pour maintenir la paix dans ce côté-là, au lieu d'être tout simplement les agents d'observation. 3 mois avant cette audience publique à la Chambre, les Nations Unies avaient publié un rapport dénonçant, je cite, « l'implication du Rwanda dans le conflit dans l'est du Congo ». Fin de citation. Kigali est accusé d'appuyer les rebelles du M23 qui ont infligé une série de revers cette année au FARDC, les forces gouvernementales dans la région. Le Rwanda rejette ces allégations et devrait le répéter lors de la réunion de haut niveau prévue sur la situation dans l'est du Congo la semaine prochaine à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. En réaction à ce rapport des Nations unies, rappelons que l'administration Obama a suspendu une partie de l'aide militaire américaine au Rwanda alors que d'autres nations occidentales réduisaient leur aide au développement à Kigali. Le chercheur Mark Schneider estime que la communauté internationale devrait envisager un renforcement, voire un élargissement de ces sanctions si nécessaire. Ce qui veut dire, dit Mark Schneider, mettre sur la liste des sanctions onusiennes les noms d'individus et d'entités responsables du soutien au M23, y compris les officiels rwandais si tel est le cas.
Le spécialiste Jason Stearns a expliqué quant à lui que le M23 exploite les préjugés anti-Tutsi dans l'est du Congo, une façon pour le mouvement rebelle, selon lui, de justifier sa mainmise sur une bonne partie de la région ainsi que de son économie. Pour Jason Stearns, les États-Unis devraient donner l'exemple et accentuer les pressions économiques sur Kigali, car le Rwanda est très attaché à son image de marque internationale. Si le gouvernement rwandais attire aujourd'hui Starbucks, Rick Warren et Tony Blair, affirme Jason Stearns, ce n'est certainement pas parce qu'il offre de grandes opportunités économiques, mais plutôt parce qu'on considère le Rwanda comme un symbole d'espoir en Afrique centrale. On ne saurait séparer les énormes progrès du Rwanda sur le plan intérieur du point de vue développement de son engagement dans l'est du Congo, comme ça a été le cas jusqu'ici. James Kimonyo, l'ambassadeur du Rwanda, qui assistait à l'audience, s'est contenté de répéter le rejet par son gouvernement des allégations contenues dans le rapport des Nations Unies. Ce que nous avons dit, explique James Kimonyo, c'est que nous voulons la paix. La paix au Rwanda, la paix au Congo, la paix dans la région. Il n'y a aucune raison pour nous de fomenter des troubles parce qu'en fin de compte, nous sommes bien conscients des dividendes d'une région pacifique. Les Nations Unies portent actuellement assistance à plus d'1 demi-million de personnes qui ont fui leur maison depuis le début de la rébellion du M23 au mois d'avril. En tout, on compte plus de 2 millions de personnes déplacées par des années d'instabilité et de violence en République démocratique du Congo. Notre collègue Robert Daguillard du service Afrique centrale. Internet. Je m'appelle Josiane Mouleka, je suis citoyenne journaliste pour la ville de Mbujimayi, au Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. L'actualité dans notre contrée ici, c'est la situation à Kabeya-Kamwanga. Tout le monde a vu de Mbujimayi, le regard est tourné vers Kabeya-Kamwanga par rapport à l'histoire du colonel Chibangu, qu'on suppose qu'il est rebelle. Alors, tout le monde suit de près. La plupart des habitants sont au champ. Dans la cité de Kabeya-Kamwanga, il n'y a presque pas de gens. Alors, ceux qui ont des familles à Kabeya-Kamwanga se déplacent pour aller voir ce qui se passe. Et même les opérateurs économiques, ils ont augmenté les choses. Ils ont tout caché dans les dépôts. Ils ne peuvent pas faire voir leurs marchandises. Ils supposent qu'il y a l'insécurité en province. Alors, les gens ont peur. Il y a des gens qui quittent la province. Il y a ceux qui vont à Lubumbashi. D'autres vont au Katanga. Et ceux qui restent, vraiment, c'est la panique. Voilà un peu l'actualité ici chez nous, en Mbujimayi et au Kasaï oriental. Claude Kiavanga, citoyen journaliste pour la Voix de l'Amérique. Je suis à Matadi, Bas-Congo. Hier, il y a eu une descente au bureau administratif du gouvernement de la province du Bas-Congo des groupes des élèves et leurs enseignants appartenant à 4 écoles sinistrées de Matadi, victimes des dégâts causés par une pluie, la pluie qui s'est abattue le 17 mars 2012 et qui avait emporté des toitures de leurs infrastructures scolaires. L'objectif de cette descente, c'était de soumettre au gouverneur ad interim leurs revendications pour solliciter l'implication de celui-ci d'une façon un peu d'urgence, donc l'autorité a qu'il puisse réhabiliter les établissements scolaires parce que les activités scolaires sont perturbées au cours de cette rentrée. Et il y a eu aussi, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, des activités de mise en œuvre de la police de proximité. Un forum de quartier a réuni les autorités politico-administratives du quartier Kitomesa pour trouver des voies et moyens d'améliorer la qualité sociale de la population dans le domaine de la sécurité. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Lumbala est donc officiellement accusé de complot contre le chef de l'État. Oui, l'opposant congolais est soupçonné d'avoir voulu renverser le président Kabila et prendre sa place. Une accusation choc lancée hier à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur. Roger Lumbala est lui toujours en France depuis dimanche dernier après s'être réfugié pendant plusieurs jours à l'ambassade d'Afrique du Sud à Bujumbura. Il craignait que le Burundi ne le livre aux autorités de son pays. Bruno Minas. Les services burundais n'ont pas livré Roger Lumbala à leurs homologues congolais. Ils
ils l'ont laissé partir vers la France. Mais ils ont fourni aux Congolais des éléments pour l'accuser. Hier à Kinshasa, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a distribué à la presse des copies de billets d'avion et de visas montrant que le député d'opposition se serait rendu à plusieurs reprises à Kigali ces 3 derniers mois. Selon lui, l'analyse des portables et équipements informatiques saisis au Burundi révèle que Roger Lumbala était au centre d'un complot pour renverser le président Kabila avec la complicité des services rwandais et du mouvement rebelle M23 qui opère à l'est de la RDC. Selon le ministre de l'Intérieur, Roger Lumbala a projeté d'assumer les plus hautes charges de l'État en sa qualité de président autoproclamé du Conseil national de transition du Congo, CNTC. Interrogé en France hier soir par RFI, Roger Lumbala a rejeté ces accusations. Selon lui, les autorités congolaises ont complètement fabriqué de fausses preuves contre lui. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. La RDC où l'épidémie de virus Ebola semble pour l'instant endiguée selon l'Organisation mondiale de la santé. La maladie présente dans le nord-est du pays aurait fait 32 morts et au 15 septembre dernier, 72 cas avaient été enregistrés. La galère. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Direction République démocratique du Congo, à présent, le programme alimentaire mondial se dit extrêmement préoccupé par l'afflux important et continu de personnes déplacées dans l'est du pays. Des déplacés qui, selon le PAM, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont une assistance alimentaire. Je vous propose d'écouter Fabienne Pompé, chargée de la communication du PAM à Kinshasa. Vous savez, c'est une zone qui est instable depuis des années, mais qui connaît depuis le début 2012 une nouvelle vague de violence avec d'anciens groupes armés, de nouveaux groupes armés qui ont repris les combats. Et devant ces violences, qui sont souvent accompagnées de meurtres, de pillages, de viols, d'enlèvements, les populations civiles n'ont pas le choix que de fuir. Elles fuient en général vers les villes ou même parfois dans la brousse. Et ce sont des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent comme ça, obligées de partir du jour au lendemain en laissant tout derrière eux, leurs maisons, leurs champs, leurs outils, et donc ils n'ont absolument aucun moyen de subvenir à leurs besoins élémentaires comme celui de se nourrir. Étant donné l'ampleur des déplacements de population et alors que cette guerre continue dans l'est de la RDC, que fait le PAM ? Alors écoutez, depuis janvier, on a apporté une assistance alimentaire à environ 730 000 personnes, c'est énorme. Et hélas, vu la tournure des événements actuellement, on ne peut pas vraiment espérer de solution dans le court terme. Donc ça risque de se prolonger. Donc on a mis en place une opération d'urgence qui couvre à peu près tout l'est du Congo. C'est une opération qui vise à apporter une aide en première instance avec des biscuits fortifiés quand les gens arrivent et qui n'ont strictement rien. Ce sont des biscuits qui leur permettent d'avoir en une seule prise tout ce qu'il leur faut pour une journée. Ensuite, on intervient avec des rations alimentaires tout à fait classiques. Et puis, là où c'est possible, de plus en plus souvent, quand les marchés sont bien achalandés, on distribue des bons d'achat, ce qui évite d'emmener de la nourriture de l'autre bout du monde et puis surtout qui permet de faire fonctionner les marchés locaux. Ça donne aux déplacés aussi une façon de s'intégrer dans les villages où ils sont accueillis, puisqu'ils participent à la vie économique et ils peuvent ainsi choisir aussi la nourriture qu'ils veulent consommer. Donc ce sont nos moyens d'intervention, en sachant qu'on projette d'ici à juin d'aider à peu près 1,2 million de personnes. Vous voyez, c'est une opération absolument énorme. En même temps, votre organisme dit que 5,4 millions de personnes sont confrontées de façon chronique à la faim et à la malnutrition dans ce pays. Cela signifie-t-il que le PAM a besoin de plus d'argent pour faire face à la situation ? Écoutez, on est déjà effectivement dans une situation critique dans la mesure où les gens dans ce pays ont énormément de mal à se nourrir. Pour diverses raisons, beaucoup liées à l'histoire, à l'instabilité politique, aux guerres, etc. Et effectivement, le programme alimentaire mondial a besoin de fonds supplémentaires, d'abord pour ces opérations d'urgence. On compte à peu près 80 millions de dollars et pour le moment, nous avons réussi à en mobiliser à peu près 15%. Et puis pour toutes les autres opérations, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des cantines scolaires avec 1,4 million d'enfants qui ont tous les jours un repas chaud. Il y a les femmes enceintes, les enfants victimes de malnutrition, les malades du sida ou de la tuberculose. Tout ça, ça fait une population très importante à nourrir. Et pour les 6 prochains mois, pour couvrir les besoins, le PAM a besoin de 84 millions de dollars.
Donc autant dire que notre appel est aussi un appel de fonds. Et vous pensez que vous allez pouvoir récolter ce montant ? Écoutez, jusqu'à présent, les donateurs traditionnels ont toujours soutenu le PAM dans ses actions. Il est vrai qu'on peut avoir une certaine fatigue, on va dire, des donateurs sur un pays, mais tout le monde est tout à fait conscient que la crise que traverse aujourd'hui le Congo est tout à fait exceptionnelle. Et j'ose espérer que nos partenaires habituels continueront à nous aider comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Fabienne Pompé du Programme alimentaire mondial dans la capitale congolaise. Nous restons en RDC pour vous proposer la rubrique quotidienne des 100 citoyens journalistes. Je me nomme Albert Kiongo, Yadiboué, citoyen journaliste VOA à Kananga. Présentement à Kananga, l'actualité est marquée par la menace de grève des enseignants. Ils sont en train de protester contre les mesures prises par l'autorité d'interdire aux parents de ne pas supporter les enfants à l'école. Donc la prise en charge des enseignants par les parents. Comme l'État a interdit ça, eh bien, les enseignants qui ne trouvent pas satisfaisant le paiement qu'ils reçoivent de l'État sont en train de menacer d'aller en grève. Ça, c'est sur Kananga. À Chikapa, c'est toujours l'assassinat et l'insécurité qui bat record. Là, il ne se passe plus un jour sans qu'on enregistre un cas d'assassinat et de mort, tuerie. Alors là, la population est désemparée, elle n'appelle qu'à l'autorité pour assurer sa sécurité. Voilà ce qui marque l'actualité pour le moment au Cap occidental. Féliciter journalistes et citoyens de la Voix de l'Amérique à Kikwit. À Kikwit, nous allons assez bien, sauf la fièvre de la rougeole qui est en train de ravager les enfants ici dans la ville. Nous sommes dans la ville de Kikwit, là où était présenté les années écoulées l'Ebola. Mais maintenant, il y a la fièvre rougeole qui a atteint plus de 500 personnes. Il y a 41 qui sont morts. Il y en a encore qui sont dans des hôpitaux. À part ça, ça évolue un peu bien, mais l'épidémie continue.